Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers fidèles téléspectateurs de Nzara TV. Vous êtes dans votre émission Agri-Éco. Aujourd'hui, Agri-Éco s'intéresse à une question importante et qui nous concerne. Il s'agit bien sûr de la sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments. Dans un contexte où la qualité des produits alimentaires devient un enjeu majeur de santé publique, de commerce et de souveraineté alimentaire, le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments, plus connu sous le nom de l'ANSA, joue désormais un rôle stratégique au Togo. Et pour en parler, qui de mieux que son directeur général en la personne du professeur Sanda Komla. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Je vous espère bien assis. Je crois. Vous êtes à votre aise? Tout à fait. Parfait, donc on peut commencer. On peut commencer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas? Volontiers. Merci de m'avoir invité. Je suis professeur Komla Sanda des universités publiques du Togo et depuis septembre 2025, directeur général du Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire, vous l'avez si bien dit, Oui. en abrégé l'ANSA. Quand on dit Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments, pour des profanes, ça pourrait sonner comme du chinois. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la mission principale de l'ANSA? Alors, il faut le simplifier pour parler tout simplement de la sécurité sanitaire des aliments. D'accord. Et dans la suite, nous verrons en quoi tient cette sécurité sanitaire. Et pourquoi ceci? C'est parce que, in fine, c'est un problème de santé publique. Cette santé publique qui est que lorsqu'il s'agit de l'alimentation, le consommateur peut être exposé à un certain nombre de risques à travers son alimentation. Tout à fait. Ces risques, ils peuvent être d'ordre chimique, ils peuvent aussi être d'ordre microbiologique. Et donc, lorsqu'on parle de sécurité sanitaire, c'est de faire en sorte à garantir aux consommateurs une alimentation saine, sûre, sans risque de type chimique ni de type microbiologique pour sa santé. Les risques chimiques, ils vont provenir de différentes sources. Des produits que l'on a utilisés volontairement pour protéger les cultures, par exemple, tels que les pesticides, surtout ceux qui sont d'origine chimique, commerciale, de synthèse, mais il peut s'agir aussi de produits qui se trouvent dans l'environnement ou dans le sol, que l'homme n'a pas volontairement apportés, mais qui, de différentes manières, contaminent les produits agricoles. Oui. C'est les métaux lourds, par exemple. Vous avez entendu parler du plomb, Oui, tout à fait. du cadmium, du mercure, de l'arsenic, etc. Et puis, il y a un autre type de contaminant chimique aussi, c'est les mycotoxines. C'est des substances sécrétées par des champignons microscopiques qu'on trouve dans le sol, mais qui se forment aussi lors de la conservation dans de mauvaises conditions de certaines denrées, telles que les céréales, le maïs, le sorgho par exemple, l'arachide aussi, les légumineuses. Et ces mycotoxines, on va dire, c'est un peu les résidus du métabolisme de ces champignons microscopiques. C'est leur caca, leurs urines en quelque sorte. Voilà. Et les plus connus, les plus célèbres, c'est les aflatoxines. Vous avez entendu parler peut-être des aflatoxines. Donc la sécurité sanitaire consiste à faire en sorte que tout ce que je viens de citer ne se retrouve pas dans l'alimentation, ne se retrouve pas dans les denrées, ne se retrouve pas dans les produits conservés et ne se retrouve pas dans les produits transformés. Parce que l'implication, elle va être bien sûr de type sanitaire,
elle va être aussi de type commercial. Si des produits agricoles ou agro-industriels togolais sont mis sur le marché local et que l'inspection sanitaire découvre qu'ils sont contaminés, il y a un souci. Tout à fait. Le pire, c'est qu'on les mette dans le commerce international et au contrôle, on découvre qu'ils ne répondent pas aux normes de sécurité chimique et microbiologique. Ça fait des retours, ça fait des pénalités et ça pèse lourd sur l'économie nationale, en plus d'impacter l'opérateur économique. Donc, l'ANSA a été mis en place par les plus hautes autorités du pays, à commencer par le président du Conseil, pour faire ce travail de vérification de conformité aux normes de nos produits agricoles et agro-industriels, afin de faciliter leur mise en marché à travers une meilleure professionnalisation de certains secteurs agricoles. La phase de la production, elle doit être sécurisée. La phase du transport, elle doit être sécurisée. La phase de la transformation doit être également sécurisée pour éviter des risques chimiques et microbiologiques sur nos aliments. Oui. Voilà. Alors, vous parlez de respect des normes. Je comprends que c'est sur le plan national et sur le plan international. Absolument. Mais concrètement, j'ai envie de comprendre comment est-ce que vous faites? Parce que nous avons plein d'agriculteurs. Nous avons même chez nous à la maison, on peut se permettre de faire notre petit champ. Mais comment vous, aujourd'hui, comment l'ANSA arrive concrètement à contrôler que les différents aliments qu'on retrouve sur mon marché de Gonsimé sont des produits qui ne sont pas contaminés? Comment vous faites? Merci beaucoup. Il y a deux types de démarches qui sont mises en place. La première démarche est la plus courante, c'est que le client arrive chez nous avec ses échantillons de produits et nous l'accompagnons. Parfois, il arrive, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il recherche comme contaminant. Nous, en professionnel, connaissant son produit, sommes capables de lui dire voilà ce que vous devez chercher comme éventuelle source de contamination de votre denrée. Et une fois que ce conseil a été donné au client, le produit suit son chemin sur le plateau technique pour être, on va dire, scanné, voilà, par les équipements de laboratoire que nous avons et qui permettent, dans un premier temps, d'évaluer la qualité nutritionnelle du produit qui est arrivé. Ça, c'est le basique, voir sa composition, l'humidité, les lipides, les protides, les sels minéraux, etc. Ça, c'est le basique. Et le deuxième volet, c'est la sécurité sanitaire. Et là aussi, nous traitons l'échantillon et nous le soumettons à une analyse. Nous avons des équipements de dernière génération capables de déceler les plus petites quantités de l'ordre de 10-15 grammes. Ça ne vous dit rien, mais c'est vraiment infinitésimal. Mais les normes internationales sont très strictes et nous sommes capables de dire à la fin, voilà, votre produit, il répond aux normes. Nous garantissons qu'il ne présente aucun risque du point de vue de ce que nous avons analysé, parce qu'on n'analyse jamais tout. Ce que nous avons analysé, nous nous prononçons là-dessus. Et nous avons un rôle technique. Donc voilà la première démarche. La deuxième démarche est que les organismes de contrôle
nous appellent. Ça peut être la police, Mhm. ça peut être la gendarmerie, ça peut être certains corps de l'État pour dire « Ah, nous avons été amenés à constater qu'il y a tel produit et qu'on suspecte de ne pas être vraiment aux normes. Est-ce que vous pouvez venir constater avec nous ?» Et là, on se déplace pour aller prendre des échantillons et faire le travail. Et puis, on va dire une dernière approche. Là, elle est tout à fait volontaire. Nous, en tant que laboratoire, allons par curiosité sur les lieux de vente échantillonnés pour essayer de regarder ce qu'il se passe dans tout ce qui circule comme produits venant de l'activité agricole et agro-industrielle locale ou venant du commerce international à travers les différentes frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. D'accord. Donc le laboratoire a toute cette latitude-là de pouvoir faire ce travail d'évaluation scientifique des risques chimiques, c'est-à-dire de détermination de contaminants. On va emballer ça de manière générale comme ça pour appeler ça contaminant. Mais en termes techniques, il y a contaminant, il y a résidu. Ce n'est pas la même chose. Nous, on va simplifier pour dire contaminant, hein, pour voir si ces contaminants, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient microbiologiques, est-ce qu'on les trouve ou on ne les trouve pas. Voilà. D'accord. Il faut dire aussi, c'est que les contaminants chimiques, ils peuvent donner, on va dire, des signaux de type aigu. Par exemple, vous mangez, vous achetez à Démé, Boma ou Niatou ou quelque chose comme ça qui a été traité par des produits chimiques, pesticides notamment, et on n'a pas respecté les délais de récolte. Donc, les résidus sont en quantité plus élevée. Vous faites la sauce et la famille peut se retrouver le lendemain mal en point, ou même tout de suite après consommation mal en point. Ça, c'est aigu. OK, ça peut tuer, mais on peut soigner. Il y a un autre aspect, c'est à de petites doses, quoique petites, mais sur une exposition prolongée, c'est-à-dire le fait de manger ça régulièrement, ces petites doses s'accumulent. Et là, c'est les effets chroniques qui vont donner diverses choses. Voilà ce qui est pour les produits chimiques. Et les produits, les contaminants microbiologiques, c'est que vous mangez tout de suite, vous faites la chiasse, comme on dit. Voilà. Donc, il y a parfois où ça va vite et ça peut aller tellement vite qu'on peut y laisser la vie. Mais souvent, c'est à petite dose. Et là, ça se traduit dans des pathologies les plus diverses. Vous avez des perturbateurs endocriniens qui vont perturber votre système hormonal avec des conséquences sur le développement de l'enfant, par exemple, du fœtus, par exemple, avec des conséquences sur le quotient intellectuel, avec les conséquences sur la santé reproductive, et puis ces maladies qu'on appelle diabète, hypertension, etc. Voilà tout le lot que ces contaminants ou résidus chimiques peuvent apporter dans l'organisme. Mais les microbiologiques, parfois, eux aussi, ils sont très dangereux. Par exemple, la toxine botulique qui tue. Et ça, c'est un champignon du type Aspergillus, des petits champignons qu'on ne voit pas, mais on ne les voit qu'au microscope. Les micro-champignons, ils tuent. Donc, vous voyez un peu que la question de la sécurité sanitaire, bon, c'est pour ça que nous avons dit d'entrée que c'est en
finalement un problème de santé publique. Voilà. Et pour le consommateur lambda, c'est une question de, on va dire simplement, de sécurité alimentaire. Parce que vous et les autres, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'avoir à manger chaque jour. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a et on peut acheter. On peut acheter parce qu'on a un pouvoir d'achat. Donc, la disponibilité physique et l'accessibilité financière. Et puis ensuite, il faut que ce soit de bonne qualité. Tout à fait. Chimique, microbiologique. Et l'ensemble de tout ceci, c'est la sécurité alimentaire. Voilà. D'accord. Alors, votre intervention suscite en moi plusieurs questions, hein, mais je vais rapidement revenir d'abord sur les 3 stratégies par lesquelles vous passez pour contrôler. Donc, les 2 dernières, vous avez parlé de l'État qui vous fait appel ou d'autres institutions. Vous avez également parlé, la 3e stratégie, ce sont les visites inopinées dans nos différents marchés. Je trouve que ce sont des stratégies qui fonctionnent très bien, mais je veux m'appesantir sur la première stratégie. Vous disiez que le consommateur lambda vient vers vous avec ses échantillons. Ma question, c'est, est-ce que le consommateur lambda est informé qu'il peut faire cette démarche? Je profite. Deuxième question, c'est, est-ce que le consommateur lambda vient régulièrement? C'est extrêmement important et très bien vu. Le consommateur lambda, en principe, il peut venir par curiosité. Mais c'est surtout le client qui a des produits à vendre. D'accord. Que ce soit des denrées brutes ou des denrées transformées. D'accord. De par la loi, il est contraint de disposer d'un agrément sanitaire pour exercer son activité. Mais parfois, il manque d'informations et pense qu'il peut aller directement sur le marché. Voilà le bien fondé des émissions comme celle à laquelle vous m'invitez pour nous donner l'occasion de dire que nous existons. Le laboratoire LANSA existe pour accompagner les opérateurs économiques dans le processus de certification de leurs produits. Et donc, le laboratoire fait de la communication pour faire connaître son existence, pour faire connaître son activité. Lorsque le client est bien informé, souvent, il comprend qu'il va du développement de son activité, d'être sûr que les produits qu'il met sur le marché sont aux normes. Et nous, en tant que laboratoire, nous pouvons alors l'accompagner dans ce processus-là qui va consister à maîtriser le risque sanitaire. C'est lorsqu'il traverse ce processus-là que, normalement, de par la législation, la réglementation, il obtient son agrément sanitaire qui lui permet d'exercer. Alors, ceci, j'imagine, vous pensez aux industries, qu'elles soient petites, moyennes, grosses, mais ça concerne aussi les restaurations. Parfait. Le secteur de la restauration, que ce soit la restauration publique bien connue dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Et puis aussi la restauration de rue, parce que beaucoup de personnes s'alimentent là-bas. Voilà. Donc, tout le secteur de la restauration devrait être concerné par ce contrôle-là. Oui, vous faites bien de parler de secteur de restauration, surtout celle de rue, parce que malheureusement, on a beaucoup trop entendu parler d'intoxication alimentaire. Oui. Je pense que ça part de là également, parce que
je peux me méprendre, mais je pense que moi-même, j'ai souffert d'intoxication alimentaire et ce n'était pas du tout joli, joli. Alors, comment ça se passe concrètement? Pour le moment, Mm. il faut dire une chose, le LANSA, c'est vrai qu'il a un ancêtre. C'était la direction des laboratoires de l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA. Oui. Et c'est justement dans cette vision du président du Conseil de mettre à la disposition des populations togolaises, et en particulier aussi à la disposition du secteur agricole et agro-industriel, un outil stratégique pour accompagner la mise en marché que le décret numéro 2025-016-PC du 2 septembre 2025 a été pris pour ériger cette direction des laboratoires en un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité morale, sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et la tutelle financière du ministère du Budget et des Finances, pour que désormais ce laboratoire devienne l'unique laboratoire de référence nationale lorsqu'il s'agit de la sécurité sanitaire des aliments. Ça date de 2025, comme je l'ai dit tantôt, septembre 2025. Et puis, le directeur général a été nommé en septembre, mais il a pris ses fonctions officiellement en novembre 2025. Directeur général que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et qui est très heureux de venir parler justement de cette jeune structure qui gagnerait à travailler, à se faire connaître. Et je profite pour vous remercier encore une fois de l'invitation que vous nous faites pour nous donner cette opportunité de parler du laboratoire. Donc nous sommes, on va dire, un jeune laboratoire, ou un vieux jeune laboratoire, voilà, et qui vient juste de mettre en place son premier plan stratégique de développement sur la période 2026-2030, qui va lui permettre de mieux se déployer. Ouais. Et dans le déploiement, il y a bien sûr la communication, mais il y a aussi la proximité. Le laboratoire travaille à se rapprocher des clients. Donc nous aurons une version mobile du LANSA qui va aller vers les clients, surtout ceux de l'intérieur. Ça a été une très forte demande, aller vers les clients, échantillonner dans de bonnes conditions et puis amener au laboratoire pour faire les analyses. Donc, il y a un travail de faire connaître le laboratoire qui a commencé et qui va s'intensifier. D'accord. Ça fait, on va dire, quoi, moins d'un an que le vieux jeune laboratoire est en place. Voilà. Alors, mais s'il faut résumer, quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs de l'ANSA? Le LANSA, ses objectifs, c'est de, 1, se faire connaître. Ensuite, il y a une très forte exigence de visibilité internationale à travers l'accréditation. L'accréditation donne de la visibilité et de la crédibilité. Donc, le laboratoire travaille à développer son périmètre d'accréditation. Et les accréditations, c'est pour dire que les résultats d'analyse qui sortent du LANSA sont des résultats fiables. Et à l'international, ils seront acceptés. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile.
Le LANSA, au-delà de l'accréditation, va travailler à élargir l'assiette de son offre analytique, c'est-à-dire étendre ses analyses et étendre son expertise d'évaluation scientifique des risques à différents produits. D'accord. Jusqu'à très récemment, le LANSA faisait, en termes de sécurité sanitaire, faisait l'analyse des métaux lourds et des aflatoxines. Depuis février, le LANSA a commencé à faire l'analyse des résidus de pesticides. Il s'agit maintenant d'étendre aux médicaments, aux résidus de médicaments vétérinaires, par exemple, d'étendre à des colorants interdits que les gens utilisent, par exemple dans l'huile de palme. Oui. Voilà, il y a ces colorants qu'on appelle le Soudan pour adultérer l'huile en quelque sorte. Et donc, c'est interdit. Il y a la détermination de beaucoup d'autres constituants qui ont des répercussions de type sanitaire. Voilà. Donc, diversifier les analyses que le LANSA peut offrir, élargir son périmètre d'accréditation et se faire connaître davantage à travers tous les canaux possibles de communication. Autre chose, le LANSA travaille à se digitaliser. Ça, c'est un objectif hautement stratégique que le LANSA va arriver peut-être à l'horizon 2028-29 à mettre en place un dispositif de pilotage numérique. C'est-à-dire que dès que votre échantillon entre au laboratoire, il est codifié et tout ce qui se passe jusqu'à la sortie du résultat sur un terminal électronique, que ce soit votre téléphone portable ou votre écran d'ordinateur ou sur votre tablette numérique, le résultat va vous arriver et que vous pourriez même payer en ligne. Vous allez commander votre analyse en ligne. Malheureusement que vous ne pourrez pas envoyer votre échantillon en ligne. Il va falloir l'apporter. Et une fois que vous l'apportez, vous attendez chez vous et vous avez le résultat. Deuxième chose, dans la diversification des analyses, c'est l'opérationnalisation du compartiment de microbiologie. À ce jour, nous sommes en phase de mise en place des infrastructures et probablement à l'horizon 2027-28, le laboratoire sera équipé pour répondre à un autre objectif. C'est que le client arrive au LANSA et il fait toutes ses analyses au même endroit. Oui. Actuellement, comme le compartiment microbiologique n'est pas encore opérationnel, nous collaborons avec l'Institut national d'hygiène qui nous fait les analyses de microbiologie. Donc, l'objectif est que à l'horizon 2027-28, le client arrive, tout ce qui est physico-chimie, il le fait, et tout ce qui est microbiologie, il le fait. Tout en un. Il y a un autre objectif qui est de type plutôt prestation de service, où nous avons un département d'analyse sensorielle pour la dégustation. Ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, pour déguster des boissons. D'accord. Déguster du café, déguster des farines infantiles qu'on utilise pour faire les bouillies, de manière à
derrière avec l'idée qu'on puisse créer des appellations d'origine contrôlée. Voilà, par exemple, le café de Palimé n'est certainement pas le même que celui de Daï, certainement pas le même que celui de Badou, mais chacun avec sa force. Et donc, arriver à classifier ceci et lui donner ses caractéristiques organoleptiques, ça passe par un processus au cours duquel il y a une séance de dégustation. Donc, le laboratoire, l'ANSA a mis un compartiment qui est disponible et que des clients peuvent venir louer et trouver un panel de dégustateurs. C'est quand la dégustation déjà, je viens? Je vous tiendrai au courant. Parfait, je viendrai. Très prochainement. Je pense que les téléspectateurs également voudront venir. Ce sera avec plaisir. Qu'ils viennent découvrir le LANSA et tout ce qu'il offre. Voilà. Alors, depuis, on parle d'analyse de produits, mais concrètement, quels sont les produits que vous analysez? Est-ce que c'est tout type de produits, des céréales, en passant par les légumes, en passant par... Concrètement, quels sont les types de produits que vous analysez? Vous pouvez analyser beaucoup de choses. Des boissons, la bière, des jus de fruits, des liqueurs. Vous pouvez analyser du maïs, grain, de la farine de maïs, du niébé, du riz, du soja. Là, nous sommes en train de travailler particulièrement sur le soja parce que c'est demandé par certaines corporations. Que ce soit des produits solides, des produits liquides, et lorsque le laboratoire sera full opérationnel, vous pourrez analyser de la viande. J'ai parlé des résidus de médicaments vétérinaires. Vous pourrez analyser du poisson. Vous pouvez analyser vos choux pour voir s'ils ne sont pas contaminés. Votre adémé que vous voulez exporter au marché de Rungis en France, c'est important qu'il soit vraiment exempt de résidus de pesticides en dehors des normes acceptables. Et vous pouvez analyser des produits transformés également, de diverses manières. Voilà. La gamme est assez large et on peut l'élargir encore davantage pour couvrir le maximum de ce que nous consommons, le maximum de ce que nous avons l'intention de mettre sur le marché, surtout à l'international. OK. Donc, en gros, tout ce qu'on met dans la bouche, il faut analyser pour s'assurer que ça respecte les normes, pour ne pas après, derrière, tomber malade. Tout à fait. Super. Alors, professeur, nous sommes en train d'arriver petit à petit vers la fin de cette émission, mais j'ai bien envie qu'on parle d'impact. Oui, ça fait moins d'1 an que le LANSA a été mis en place, mais est-ce que vous avez déjà posé des actions concrètes? Est-ce que vous avez déjà des retombées? Qu'est-ce qu'il en est? Les actions concrètes, on ne les a pas encore mesurées, mais lorsque on voit l'affluence et les demandes qui arrivent, on se dit que de plus en plus, le LANSA est en train non seulement de se faire connaître, mais de montrer son rôle dans le processus, de rassurer le client, parce qu'il y a des gens qui viennent en tant que consommateurs individuels pour faire analyser le produit. Et puis, de rassurer l'opérateur économique qui cherche à exporter ou simplement à mettre sur le marché local.
moins d'1 an, ce que vous dites, c'est un peu tôt pour mesurer de manière transparente et de manière objective les impacts, mais les signes avant-coureurs sont encourageants. Ils sont encourageants. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Voilà. D'accord. On peut le dire comme ça. Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une autre émission au cours de laquelle véritablement on pourra parler des chiffres, de l'impact et, voilà, et des actions menées sur le terrain. Oui. Alors, l'ANSA, vous en avez déjà un tout petit peu parlé de vos différents défis actuels, mais je voudrais qu'on termine concrètement par là. Quels sont les défis auxquels vous faites face? On va dire le plus gros défi, c'est la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et je vous explique. Les équipements que le LANSA met en œuvre sont des équipements de classe internationale. On les achète à l'étranger. On ne les vend pas à des cons ici, ni même en Afrique. Il faut les trouver le plus proche de nous, c'est en Europe. Première dépendance. La deuxième, les consommables et les réactifs qu'il faut utiliser pour faire fonctionner ces équipements sont aussi d'origine étrangère. Il faut les commander. La maintenance. La plupart du temps, les maintenanciers nous viennent aussi de l'étranger. Enfin, les pièces détachées. Voilà, je vais dire, le plus gros défi, c'est la dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour l'achat des équipements, pour la disponibilisation des consommables et des réactifs, pour la maintenance et la réparation des équipements. Les autres défis, ils sont plus ou moins gérables. C'est de maintenir le personnel. Parce que les gens, plus ils sont qualifiés, plus ils sont tentés de se vendre plus cher. Ouais. Et le LANSA doit avoir un mécanisme de fidélisation. Nous sommes en train d'y penser. L'autre défi, c'est la formation de ce personnel. Les techniques évoluent, les équipements évoluent et le personnel doit être en requalification permanente. Ça coûte cher. Soit d'envoyer les collaborateurs à l'étranger ou de faire venir un expert sur place pour les former. Mais on va dire que ça, c'est gérable. C'est une question de budget et si on s'organise, ça se fait beaucoup plus facilement que le premier défi. Il y a l'énergie. Les machines qui sont au laboratoire, elles tournent 24 heures sur 24, sous climatisation. Parce que c'est de l'électronique. Voilà. Il faut de l'énergie. Et vous connaissez les défis de l'énergie. Elle n'est pas toujours disponible. Il faut des solutions de relais. Et bien sûr, il y a les générateurs thermiques, mais le LANSA est en train de réfléchir à, on va dire, énergie verte, le solaire. Voilà, mettre en place une centrale solaire. Et puis, le coût, lorsque l'énergie est disponible, nous l'avons dit tantôt, l'énergie, chez nous, elle coûte cher. Voilà. Mais, il y a une chose qui rassure lorsqu'on a dit tout ceci, c'est que le LANSA, il est né de la volonté ferme du président du Conseil, qui, pour rien au monde,
ne laisserait tomber ce laboratoire, étant donné la mission très stratégique qui est confiée à ce laboratoire dans l'approche d'arrimage, de meilleur arrimage de notre secteur agricole et agro-industriel au marché international à travers sa professionnalisation. Et la mise en place du LANSA relève de cette volonté politique de professionnalisation du secteur agricole. Ça fait que nous sommes rassurés de ce soutien des plus hautes autorités du pays et du gouvernement pour que le laboratoire se développe. Ce qui est anticipé est que, à terme, ce laboratoire génère suffisamment de recettes propres pour qu'il puisse gérer les défis dont nous avons parlé de manière beaucoup plus efficace. Voilà. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot ou bien le mot de la fin pour nos téléspectateurs? Merci. Mon mot de fin, c'est surtout des remerciements. Remerciements à votre endroit, Nzara TV, pour ce travail de mise en relation des acteurs que vous êtes en train de faire du secteur agricole. Là, nous avons le segment de la sécurité sanitaire qui s'est adressé aux producteurs, qui s'est adressé aux transformateurs et qui s'est adressé aux consommateurs. Je voudrais vous remercier pour cela et vous encourager et en même temps vous dire que nous sommes toujours disponibles à revenir pour étayer davantage. Remercier les plus hautes autorités de l'État, au sommet desquels se trouve son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, pour sa vision et dont une des émanations est la mise en place du Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments. Remercier aussi le ministère chargé de l'Agriculture pour son accompagnement, et puis le ministère du Budget et des Finances pour son soutien très précieux, sans lequel les prestations du laboratoire ne pourraient pas se faire. Et je vais profiter pour remercier mes collaborateurs du LANSA qui se dévouent chaque jour pour servir. Ils font un travail risqué parce que la moindre fausse déclaration d'un résultat positif ou négatif expose le pays. Et donc, les encourager, les remercier, et les féliciter et leur dire toute l'admiration que j'ai pour eux. Et puis, last but not least, mais nos très chers clients. Nos très chers clients, nous les attendons. Nous voulons qu'ils soient le plus nombreux possible à venir vers nous pour nos prestations, pour que, ensemble, nous puissions aller vers cette agriculture togolaise qui gagne sur le marché international et qui permet d'améliorer notre balance commerciale et au-delà de permettre à la population togolaise d'avoir une alimentation qualitative, saine et sûre. Merci à vous, professeur, pour votre disponibilité. Merci pour tout ce partage. Je pense que
les personnes qui évoluent dans le secteur agricole, je veux parler bien sûr des producteurs, des transformateurs, des consommateurs, ont toutes les informations nécessaires pour s'assurer non seulement d'avoir une certification, pour s'assurer de mettre sur le marché local des produits qui répondent aux normes, mais aussi ceux qui veulent exporter ont toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également vous rapprocher du laboratoire. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça, professeur. C'est bien Absolument, le cas. absolument. Vous pouvez vous rapprocher du LANSA pour toute démarche, pour toute autre question que vous n'avez peut-être pas eu réponse dans cette émission. Je voudrais également vous remercier, vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker ce numéro si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à partager, c'est important, partager l'information autour de vous pour ne pas la garder pour vous seul. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun numéro et surtout activez la cloche de notification. À chaque fois qu'un numéro de Agri Eco sort, vous serez tout de suite informé. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec professeur Sanda Kamla. Je rappelle qu'il est le directeur général du laboratoire de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments. Je suis Farida Mustafa et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de votre émission Agri Eco. À très bientôt.